à tous, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Mehdi Ouraoui. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes notre invité aujourd'hui. Vous êtes le porte-parole du mouvement Génération, le mouvement créé par Benoît Hamon. On va parler évidemment de la situation de la gauche, des élections européennes, de tout ce qui vous concerne. Mais d'abord, j'aimerais vous entendre sur l'actualité qui est marquée en ce moment par la grogne contre les prix des carburants. Est-ce que votre mouvement Génération, le mouvement de Benoît Hamon, soutient le mouvement des Gilets jaunes, cette contestation qui aura lieu samedi ? Samedi, une colère va s'exprimer qui n'est pas à mépriser. On voit bien que des retraités, par exemple, sont exaspérés par le prix de leur cuve de fioul et même vont hésiter à se chauffer cet hiver. On voit bien que qui va être discriminé encore par cette hausse des prix du carburant? Les plus pauvres, les pauvres écologiques, moi j'ai envie de dire, parce que ils sont à la fois pauvres socialement, les classes moyennes, les classes populaires, qui doivent payer non seulement le prix d'habiter loin de leur travail, l'épuisement que ça représente, mais en plus qui demain vont devoir payer la facture écologique. Et donc il y a une double discrimination. Donc moi je comprends parfaitement cette colère. Je ne serai pas néanmoins dans la rue. Vous ne serez pas dans la rue? Non, Benoît Hamon non plus. Benoît Hamon non plus, parce que nous considérons simplement qu'il y a dans cette mobilisation une partie citoyenne, une initiative citoyenne qui est tout à fait respectable, mais il y a aussi les vautours. Il y a aussi les vautours, il y a, moi, ce que j'appelle le gang des vautours. C'est-à-dire que le gouvernement essaye de faire les poches des Français fiscalement, et l'extrême droite essaye de leur faire les poches électoralement. Et donc, on voit bien qu'il y a une tentative de récupération de Madame Le Pen, qui, par ailleurs, disons-le très clairement, ne connaît rien à ces problèmes, n'a aucune proposition sociale, ni aucune proposition écologique. Oui. Est-ce que cette colère justifie qu'il faille monter sur l'Élysée, comme le disent certains gilets jaunes qui s'apprêtent à manifester samedi? Est-ce que cette colère, quand même, vous la redoutez? C'est tout le problème, évidemment, de ce type de colère. C'est-à-dire qu'elles peuvent se muer en antiparlementarisme, en anti-républicanisme. En poujadisme, parfois, on entend. En poujadisme, mais surtout, il faut se poser la question de l'origine de cette colère. Et l'origine de cette colère, c'est la politique d'Emmanuel Macron. Il passe son temps à se présenter comme un rempart face aux nationalistes. En réalité, on voit bien que sa politique libérale et la politique libérale des ultralibéraux en Europe suscitent de la désespérance. Ces gens-là ont créé Madame Le Pen. Ces gens-là ont créé Monsieur Salvini. Et aujourd'hui, ils continuent. Pourquoi ? Parce que c'est un couple infernal, Monsieur Macron, Monsieur Salvini, Monsieur Macron, Madame Le Pen, et qu'ils ont besoin les uns des autres pour se maintenir au pouvoir. Donc ça veut dire que vous ne serez pas dans la rue samedi, si j'ai bien compris, mais vous soutenez tout de même ce mouvement. Moi, je soutiens tous les citoyens qui disent aujourd'hui « ça suffit ». Ça suffit, cette discrimination sociale, ça suffit, cette pauvrophobie de ce président de la République qui ne s'intéresse pas à la situation des plus modestes. Quand même, c'est un problème. Le président de la République, moi je ne suis pas sectaire, par exemple, a fait un très beau discours pour le 11 novembre, qui a célébré les valeurs de la France. Mais puisqu'il aime tant M. Trump et qu'il passe son temps à l'inviter, moi, une expression me vient quand même. C'est que je trouve qu'on a un fake président. On a un président qui est adepte de ce que Aragon appelait le mentir vrai. C'est-à-dire qu'il passe son temps à dire des choses et à faire le contraire. Il célèbre l'identité de la France, les grandes valeurs de générosité, etc. Mais en réalité, il est dur avec les migrants, il est dur avec les plus pauvres, il passe son temps à faire des cadeaux fiscaux aux plus riches. On a un président qui passe son temps à faire le contraire de ce qu'il raconte. Et là, quand il veut mettre en place une fiscalité écolo, le mouvement Génération, qui se dit écolo, ne soutient même pas ces mesures. C'est quand même paradoxal. Non, mais on ne va pas soutenir l'arnaque écologique d'Emmanuel Macron. C'est une arnaque écologique. La réalité, c'est que Emmanuel Macron, depuis le début de ce quinquennat, les seuls qu'il passe son temps à épargner, ce sont les plus fortunés. La seule chose qui n'est pas taxée dans ce quinquennat, ce sont les plus fortunés. Et donc, cette taxe qui ne financera en rien la transition écologique. Il n'y a pas de baisse de la TVA, par exemple, sur les transports en commun. Il n'y a pas de surtaxation, par exemple, pour les grosses voitures polluantes, qui seraient les voitures neuves polluantes, les gros véhicules. Par exemple, pour remplacer son véhicule polluant par un véhicule électrique ou hybride. Est-ce que ce n'est pas une bonne mesure écologiste qui va dans le bon sens? Mais en réalité, la taxation écologique est nécessaire. Et donc, nous, on ne veut pas faire de démagogie. Par exemple, il ne faut pas dire que dans les années qui viennent, comme le fait d'ailleurs Emmanuel Macron quand il dit je vais tout céder à Donald Trump et notamment aux pétromonarchies du Golfe pour pouvoir faire baisser les prix du pétrole. Ça n'arrivera pas dans les années qui viennent. Donc, on sait que les prix du carburant augmenteront et que la taxation sur les carburants augmentera. Cette taxation doit financer l'écologie sociale. L'écologie ne peut pas être antisociale. Moi, je le vois, certains, y compris d'ailleurs, par exemple, chez les écologistes, négligent cet aspect social de l'écologie. Or, on voit bien aujourd'hui qu'il y a non seulement des pauvres sociaux, mais aussi des pauvres
écologique. Alors comment on fait pour sortir du diesel, par exemple, et pour moins polluer? Déjà, démocratiquement, on se libère des lobbies. Parce que la question du diesel, c'est quand même l'arnaque du siècle des lobbies qui ont imposé aux politiques depuis des années l'idée que le diesel serait un carburant moins cher, qui ont poussé les gens à acheter des voitures diesel et qui maintenant les arnaquent, parce que ça s'appelle comme ça, en faisant augmenter le prix de ce carburant, en alignant le prix de ce carburant sur celui de l'essence. Et donc demain, évidemment qu'il faut une conversion sur les véhicules, mais il faut aussi, par exemple... Donc la prime à la conversion, c'est une bonne mesure. La prime à la conversion, et on sait très bien que ça ne touchera pas les ménages les plus modestes. Moi, par exemple, je suis désolé, mais il y a une priorité absolue aujourd'hui, c'est de financer les infrastructures de transport. On ne peut pas fermer des petites lignes ferroviaires et dire on est un gouvernement écologiste, ça n'est pas vrai. Et on voit bien qu'en plus, c'est aliéner la population aux questions écologiques et c'est rendre la population allergique aux questions écologiques. Demain, il faut évidemment financer, par exemple, la précarité des logements. Aujourd'hui, il y a des logements précaires, on le voit à Marseille, mais il y a des millions de logements dans ce pays qui sont des logements précaires énergétiquement. Et où on voit bien que ce sont les plus pauvres qui ont déjà les logements les plus pourris, parce que ça s'appelle comme ça, qui payent la facture énergétique la plus importante. Le gouvernement devrait se mobiliser là-dessus, et non pas essayer de faire une espèce d'arnaque à la fiscalité écologique pour financer en réalité ces cadeaux fiscaux. Mehdi Ouraoui, vous étiez, avant de rejoindre Benoît Hamon, au Parti Socialiste, comme lui. On avait beaucoup dit que François Hollande exerçait une présidence bavarde. La semaine dernière, on a beaucoup entendu Emmanuel Macron dans la presse quotidienne régionale, également à la radio. Demain soir, il va s'exprimer aux 20h de TF1. Est-ce qu'il est lui aussi dans une présidence bavarde en ce moment? Moi, je crois que Emmanuel Macron, sans vouloir être méchant, c'est François Hollande qui se déguise en Churchill. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est profondément hollandisé. On voit bien que son quinquennat est à l'arrêt, qu'il suscite une impopularité dans le pays qui ne peut pas ne pas évoquer celle que subissait François Hollande lui-même. Il est en train de prendre le même toboggan. Il prend le même toboggan, mais pas de l'impopularité. Il prend le même toboggan de l'incompréhension de la situation sociale du pays. Et exactement pour la même raison, quand François Hollande, en 2015, fait la déchéance de nationalité, poursuit avec les cadeaux fiscaux aux grandes entreprises avec le CICE, etc., et ne comprend pas que dans le pays, il y a un appétit, une demande, une soif de justice sociale, Emmanuel Macron ne comprend rien aujourd'hui à l'état d'esprit des Français qui veulent de la justice sociale, qui veulent qu'on arrête de faire des cadeaux aux plus fortunés, et qui ne comprend pas que sa politique est une politique qui est profondément réprouvée par les Français. Alors, on entend, vous décrivez le décrochage d'Emmanuel Macron, et pour autant, on a l'impression que l'opposition, qu'elle soit de droite ou de gauche, ne parvient pas à se relever de l'élection d'Emmanuel Macron. C'était il y a 18 mois, le PS était à son score le plus faible, 6,36%, et pourtant, aujourd'hui, la gauche est toujours aussi faible. Et c'est d'ailleurs une très grave irresponsabilité. On voit bien, en réalité, que les partis politiques, aujourd'hui, jouent un rôle toxique sur la vie démocratique, et jouent un rôle de camisole démocratique sur les Français. On voit bien qu'aujourd'hui, les vieux appareils, un peu rabougris, avec leurs petits bureaucrates qui veulent garder leur petite place sur une base identitaire, veulent tous faire leur petite liste. Voilà. Tout ça est catastrophique. Nous avons besoin absolument d'une dynamique citoyenne. C'est pour ça, par exemple, que nous, à Génération, on n'a pas dit on veut notre liste Génération avec notre... C'est un petit peu le cas, parce que vous ne voulez pas parler avec Yannick Jadot des écolos, vous ne voulez pas parler avec Mélenchon. On a parlé avec tout le monde, et on continue à parler avec tout le monde. Simplement, on dit une chose, c'est qu'on ne croit plus aux vieux appareils politiques. Et on dit, et d'ailleurs, c'est pas seulement qu'on le dit, c'est qu'on le fait, c'est que nous avons ouvert nos listes à tous les citoyens. Ils peuvent aller là, pendant qu'on se parle, sur le site de Génération, pour être candidats eux-mêmes à ces élections européennes. Parce qu'on ne croit pas que la politique doit être une affaire de professionnels. On croit que maintenant, il faut faire exploser ce système pour que le vrai nouveau monde qu'avait promis Emmanuel Macron, et d'ailleurs c'est probablement la promesse trahie la plus grave de ce quinquennat, que le vrai nouveau monde arrive. Qui est-ce qui sera en tête de liste? C'est Benoît Hamon pour la liste Génération européenne? Moi, je le souhaite, mais enfin, c'est lui qui prendra sa décision. Et puis surtout, ce sont les militants, les sympathisants de Génération. Nous, on est très à l'aise sur une chose, c'est que cette histoire d'homme ou de femme providentielle, avec laquelle on nous intoxique depuis des décennies dans la Ve République, nous fatigue. On en a marre. C'est-à-dire que vraiment, ce qui est identitaire dans l'ADN de Génération, si on doit parler de l'ADN des partis politiques ou des mouvements politiques, c'est que cette histoire d'homme providentiel intoxique la vie politique française. On voit bien qu'on essaie de nous jouer le match là, avec les sondages entre LREM avec Emmanuel Macron, le Front National avec Mme Le Pen, les ultralibéraux nationalistes, M. Macron, M. Salvini, etc. Cette espèce de virilisme en plus autoritaire, complètement grotesque, etc., où on se fait des poignées de main plus viriles les unes que les autres. Nous, on dit un troisième homme ou une troisième femme doivent
émerger dans cette élection, c'est le citoyen et la citoyenne. C'est-à-dire qu'il faut que les gens viennent dans cette élection, s'en saisissent et refusent ce match. Mais Mehdi Ouraoui, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même que la gauche soit totalement absente du débat pour les européennes? Il y a une multiplication des listes. La vôtre, celle peut-être du Parti Socialiste, de la France Insoumise, peut-être de Place Publique, le nouveau mouvement qui a été créé par Raphaël Glucksmann. Ça ne vous inquiète pas? Mais si vous prenez par exemple le cas de Place Publique, c'est une magnifique initiative. Des gens qui disent on veut réfléchir librement, créer de nouvelles idées, les idées de demain. Benoît Hamon l'a fait dans la campagne présidentielle avec la taxe robot, avec le revenu universel, avec la reconnaissance du burn-out. On a besoin aujourd'hui de moins d'hommes providentiels et de plus d'idées. Et donc, toutes les initiatives qui permettent de créer plus d'idées, de créer plus de dynamique, de bouillonner, d'avoir cette espèce de bouillonnement culturel à gauche, seront des bonnes initiatives. Mais à la fin, il faudra se retrouver. Quel regard vous portez sur Ségolène Royal? On l'entend beaucoup ces derniers jours. Elle est la personnalité préférée des sympathisants de la gauche. Est-ce qu'elle peut être un recours pour la gauche en 2022 ou en 2019 aux européennes? Mais Mathilde, vous et moi, plutôt jeunes. Ne faisons pas les mêmes erreurs que nos aînés. Désintoxiquons-nous de cette fâcheuse 5e République. Il n'y a pas d'hommes ou de femmes providentiels. On sait très bien que les hommes et les femmes providentiels dans ce pays, ça se termine en désastre présidentiel. Et donc, ce n'est pas plus Ségolène Royal que quelqu'un d'autre. Ségolène Royal a plein de qualités. Elle a aussi un passé. Elle a aussi un écho quand même dans l'opinion. Elle a aussi un passé. Je ne sais pas. J'ai pas vu dans les derniers sondages disons une explosion du Parti socialiste. Mais je crois, pour être très honnête, je crois que le Parti socialiste, au lieu de se chercher des héros providentiels, devrait plutôt faire vraiment une profonde refondation et réfléchir à ce qui a mené à cette débâcle. Un dernier mot rapide avant de passer aux questions des internautes sur la réforme de l'islam de France. C'est un des gros chantiers qui attend Emmanuel Macron. Il veut, pour cela, amender la loi de 1905. Vous étiez en charge de la laïcité au Parti Socialiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi c'est un sujet qui m'est très cher. Je considère que la loi de 1905, il faut l'appliquer entièrement et probablement ne pas essayer de faire ce que fait souvent Emmanuel Macron, des coups de com', de la cosmétique autour de ces questions-là. Bon, ce qu'il propose n'est pas très révolutionnaire. Il s'agit de permettre aux cultes, et notamment aux cultes protestants, il s'agit des associations cultuelles et aux cultes musulmans, d'acheter des immeubles de rapport, donc de faire de la spéculation. Je suis pas sûr que ce soit tout à fait raccord par ailleurs avec ces différents cultes, mais de faire de la spéculation pour pouvoir se financer. Vraiment, moi ce qui m'inquiète un peu, c'est que je ne voudrais pas que cette histoire, puisqu'on voit les réactions notamment de l'extrême droite qui sont très fortes tout de suite, soit une espèce de contre-feu pour faire oublier les problèmes d'Emmanuel Macron, qu'ils sont en train d'allumer une espèce d'incendie autour de ces questions-là, et notamment autour de la question de l'islam, pour faire oublier ces petits problèmes de carburant. Merci beaucoup, Mehdi Ouraoui. On passe tout de suite à vos questions avec Valentin Pilate. Bonjour Mathilde, Mehdi Ouraoui, bonjour. Bonjour. Alors une première question de Rosita, très directe. 6% et ils ne comprennent toujours pas que les Français n'en veulent pas. Pour aller plus loin dans la question de Rosita, est-ce qu'il y a un ou deux points fondamentaux sur lesquels vous pouvez différencier le programme de Benoît Hamon lors de la présidentielle et maintenant? Mais moi, je crois que la démarche de Benoît Hamon pour la présidentielle a été une démarche radicale. Il a fait un virage écologiste, et il a fait opérer, disons, à la social-démocratie et à une grande partie de la gauche, le grand virage écologiste qu'elle avait refusé d'opérer jusqu'à ce point, et notamment sur une question qui est la question de la croissance infinie, et de dire toujours plus de croissance, toujours plus de détruire, toujours plus de consommer, toujours plus de produire. Et donc, il a rompu avec ce dogme-là. La question des 6%, elle est très légitime. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un certain nombre d'idées, je pense par exemple au revenu universel, qui n'ont pas été assez expliquées. Mais si vous regardez par exemple... C'est toujours dans le programme là? C'est évidemment toujours dans le programme, et même surtout, on fera le match avec Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, et d'ailleurs c'est très intéressant, même le président de la République s'est senti obligé de copier. Alors comme toujours avec lui, c'est une copie un peu made in China, c'est une copie très light. Il s'est senti de copier ce concept, et on fera le match entre le fake revenu, je parlais de fake président tout à l'heure, entre le fake revenu universel d'Emmanuel Macron et le vrai revenu universel d'existence que nous proposons. Mais ce qui est vrai, et Rosita a parfaitement raison, c'est qu'il y a eu un déficit d'explication dans cette campagne parce que c'était des idées radicales, nouvelles, mais c'est aussi important de temps en temps d'apporter des choses nouvelles et de l'oxygène. Parfois, quand on prend beaucoup d'oxygène d'un coup, on est un peu désorienté, mais ça fait du bien. Parce que les Français veulent peut-être un travail plutôt qu'un revenu universel, vous pensez? Mais le revenu universel n'est pas le contraire du travail. Moi, je suis très attaché, vous savez, j'ai un parcours plutôt méritocratique. J'ai travaillé beaucoup dans ma vie, j'ai des parents qui ont énormément travaillé pour me permettre de faire les études que j'ai faites, etc. Donc je suis quelqu'un d'attaché fondamentalement
fondamentalement à la question du travail. Et d'ailleurs, j'étais sceptique au départ sur la question du revenu universel, comme beaucoup. Mais comme beaucoup, j'ai regardé ce que c'était. Et le revenu universel, c'est à la fois une réponse à la précarité, à la très grande pauvreté, et d'ailleurs toutes les associations de lutte contre la très grande pauvreté le disent, mais c'est aussi du complément de salaire pour les gens qui bossent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des millions de gens qui travaillent très dur et qui ont besoin d'un complément de salaire pour pouvoir vivre. Et donc c'est aussi cette liberté, c'est desserrer l'étau de la vie quotidienne, permettre à des gens qui bossent aussi de s'engager dans une association, de s'occuper un peu plus de leurs enfants, de s'engager un peu plus dans leur quartier, c'est cet aspect-là. Pour aller plus loin sur la composition du mouvement Génération, Saint-Lourd aimerait savoir si c'est, selon lui, on prend les mêmes et on recommence. Mais pas du tout. Je prends le cas, par exemple, moi, de collègues porte-parole. Je pense à des gens comme Aurore Laluc, qui est économiste, qui n'avait absolument aucun engagement précédent. Je pense à des gens comme Adrien Bureau. C'est des noms que vous ne connaissez pas. C'est passionnant. Des gens arrivent à la politique. Qui est enseignant dans le 93, qui est un jeune enseignant brillant, un agrégé. Vous verrez dans les mois qui viennent, Sarah Soili, par exemple, vient de nous rejoindre, qui était porte-parole de la France Insoumise, qui est championne de kickboxing, doctorante en droit, une jeune femme franco-comorienne qui est un pilier des quartiers nord de Marseille, où elle est un exemple pour plein de jeunes. Nous disons une chose, c'est qu'en revanche, on ne fera pas le faux nouveau monde, le fake nouveau monde d'Emmanuel Macron, on veut le vrai nouveau monde. Et donc on veut desserrer l'étau de la politique, on veut la vraie nouvelle politique, des vrais nouveaux visages. Alors dans les propositions que votre mouvement propose, je demande aux internautes sur Facebook sur quel sujet souhaitez-vous interpeller. J'ai eu Pascal qui aimerait vous entendre sur les retraites. Quelles propositions concrètement proposez-vous en l'occurrence pour les retraités actuellement, dont la grogne quand même s'entend? Il y a un sujet sur la question des retraites, outre le fait que la réforme des retraites va être un scandale, notamment pour certaines professions comme les enseignants. Il faut quand même comprendre que Emmanuel Macron va transformer des centaines de milliers d'enseignants en retraités pauvres, puisque le nouveau mode de calcul des retraites, qui prendra en compte les primes, en réalité, les primes sont très faibles pour les enseignants tout au long de la carrière. Et donc, leur nouveau mode de calcul, il faut comprendre ce que ça veut dire, c'est qu'Emmanuel Macron va transformer les enseignants de vos enfants en retraités pauvres. Et donc, on aura du mal à recruter des enseignants. Sur l'ensemble des retraités, nous, on a une proposition qui est très simple. C'est arrêter de les matraquer fiscalement avec cette histoire de CSG. Nous, on considère que la robotisation est une réalité croissante dans ce pays. Et donc, si on doit augmenter de la CSG, il faut le faire sur les robots. Ça paraît un peu futuriste de le dire comme ça, mais en réalité, c'est beaucoup plus simple. Et c'est de l'économie bête et méchante. C'est que ces robots créent de la plus-value, créent de l'argent. Et donc, il n'y a aucune raison que quand ils remplacent des salariés, eh bien, ils ne cotisent pas pour nos retraites. Une dernière question, celle de Bernard. Il aimerait savoir si vous pensez qu'un jour l'Europe puisse rentrer dans une guerre. On posait la question à nos internautes dimanche, lors du 11 novembre. 62% de nos internautes considéraient que oui, c'est possible que l'Europe puisse de nouveau rentrer en guerre. Je vais citer le commentaire de Bernard. La paix, oui, à 100%, je suis pour. Sauf que Emmanuel Macron est pour une immigration illimitée. Il nous prépare à la guerre. Selon vous, votre avis, est-ce que l'Europe peut de nouveau être confrontée à une guerre? Dans la question de Bernard, il y a cette question, vous savez, du grand remplacement, qui est une thèse qui s'installe de plus en plus dans les têtes, qui est une idée fausse. Il n'y aura pas de guerre entre les immigrés ou leurs enfants d'immigrés. Moi, je ne vais pas aller faire la guerre à des gens, je ne vais pas faire la guerre avec des gens avec qui je me mélange, avec qui je me marie, avec qui j'ai des enfants, avec qui j'ai des amis. Voilà, c'est totalement absurde. Les enfants de l'immigration dans ce pays ne sont pas une menace de guerre. En revanche, il y a une très grave menace de conflit social profond dans le pays qui peut mener à des événements extrêmement violents, et notamment parce que les nationalistes, d'abord, attisent cette haine, mais aussi les libéraux, et notamment M. Macron, qui alimentent la concurrence, la compétition de plus en plus violente, elle, entre les individus, où chacun s'attaque à celui qui a un peu plus ou un peu moins. Je vous coupe justement 2 secondes, parce que c'est un commentaire de Manfin qui commente ce sujet sur le Figaro.fr. Lui, il risque que l'Europe éclate, où chaque État fait sécession et où chaque gouvernement nationaliste regarde méchamment son voisin. Ça permet de rebondir un petit peu sur ce que vous dites. Il y a cet aspect-là, mais en réalité, on voit bien qu'à la fin, les gouvernements nationalistes et les gouvernements libéraux arrivent parfaitement à s'entendre, et généralement, ils s'entendent sur le dos des peuples et sur le dos des citoyens. Moi, ce qui m'inquiète, c'est à la fois la haine que les gouvernements nationalistes, comme M. Salvini, qui fait des couvre-feux ethniques dans son pays, entretiennent, mais aussi, malheureusement, la compétition ultra-violente que les ultralibéraux maintiennent entre les individus, notamment, évidemment, dans la sphère économique. Merci beaucoup Valentin, merci beaucoup Mehdi Houraoui d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour une nouvelle émission du Talk sur le Figaro.fr. Bonne journée.